Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Club de droit. La question de l'état des droits, la controverse sur l'indépendance de la magistrature, mais également l'interprétation des juristes sur cette nouvelle proposition de loi Minaku Sakata sont ainsi des thèmes qui seront débattus dans cette émission, une émission qui reçoit pour vous le procureur de la République Issoufou Kanga Edmond, président du SINAMAC. Bonjour procureur. Bonjour madame. Vous avez comme co-débatteur maître Gérard Lédy, avocat, mais vous êtes aussi analyste politique, n'est-ce pas? Ou vous préférez qu'on vous présente autrement? Oui, analyste politique et juriste. Et juriste. Alors, je commence par le procureur. Le slogan « État de droit » n'a jamais eu autant de succès il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde commence à répéter sans même peut-être chercher à comprendre. Mais certains justiciables estiment quand même que vous, les juristes, vous êtes en train de chercher à enfermer un peu cette question de l'état de droit dans des considérations assez émotives. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, en fait, je crois que d'abord, ce n'est pas une notion nouvelle. C'était l'une des préoccupations de nos délégués qui ont été à Kisangani pour élaborer la Constitution, qui est en fait le fruit d'un consensus national. Et parmi les préoccupations soulevées, si vous lisez attentivement l'exposé des motifs, l'état des droits, je crois, arrive à la 3e position. Donc c'est simplement la primauté du droit sur tout. Alors, donc, et curieusement, c'est aujourd'hui qu'on en parle un peu plus. En tout cas, les syndicats autonomes des magistrats que je dirige ont toujours voulu à ce que l'état des droits, conformément à nos textes, soit effectivement installé. Donc peut-être bon, les propositions de loi Minaku et Sakata ont réveillé autre chose au niveau de notre peuple, qui finalement a compris que sans l'état des droits, ce pays ne peut pas se mettre debout. Maître Gérard Lédy, la volonté du SINAMAC, justement, qui est installation effective de l'état de droit, est-ce que vous l'avez constaté, vous? Non, ce n'est pas un constat, c'est une réalité. Parce que l'instauration de l'état des droits provient d'abord de la volonté du législateur, du constituant. Parce que l'état des droits fait partie de la Constitution. Parce qu'il y a une disposition de la Constitution qui consacre l'état des droits. Donc ce n'est pas une conception nouvelle. Et comme les gens, peut-être que les gens n'ont jamais entendu parler, peut-être qu'on ne mettait pas beaucoup l'accent là-dessus, mais l'état des droits est une disposition qui est prévue dans la Constitution. Donc la conception relative à l'état des droits, c'est une disposition constitutionnelle. Donc le fait de l'appliquer, ou le fait pour le SINAMAC ou la population de vouloir qu'il y ait instauration d'un état de droit n'est pas une nouveauté. Justice et Télévision a fait un micro-baladeur pour demander c'est quoi un état de droit. On n'a pas eu une réponse satisfaisante à notre niveau, on l'assume, mais est-ce que vous pouvez nous donner une précision avant que le procureur nous en dise plus? Oui, merci pour la question. Un état de droit, c'est un état qui est respectueux des lois, des textes de loi, en commençant par la Constitution. C'est un état qui est respectueux des droits de la population ou des droits humains, ainsi que des lois qui réglementent un peu la vie en société. Donc c'est un État qui n'est pas au-dessus de la loi. Ça veut dire que les autorités qui dirigent l'État sont soumises à l'autorité de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et lorsqu'on parle de la loi d'une manière générale, on fait allusion à la justice même. Donc c'est ça l'état de droit. Donc c'est un État où tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. En tant que procureur, est-ce que, ça c'est une question pas au président du SINAMAC, mais comme procureur de la République, est-ce que cette définition est complète au regard de la réalité actuelle? Bon, au regard de la réalité, ça je ne sais pas, vous le dites, mais ce qui est vrai, c'est que l'état de droit, c'est simple la primauté de la loi, c'est-à-dire que tout le monde, politique, magistrat, président de la République, en dessous de la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Et également, l'état de droit implique une justice, comme l'a dit Maître Lédy, une justice distributive, où tout le monde
devra se retrouver, tout le monde devra être traité au même pied d'égalité. C'est ça en fait l'état du droit et c'est cet idéal vers lequel nous devons tendre. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en plein combat. Si vous voyez les gens réagir de gauche et à droite, simplement puisque tout le monde a pris conscience que nous devons tous faire un effort pour que l'état des droits tel qu'est prévu par les constituants soit vraiment effectif dans notre pays. Mais on a l'impression que la Constitution, il y a une lecture bancale de la Constitution, chaque personne tire la couverture de son côté en fonction des intérêts. Aujourd'hui, c'est parce que les magistrats sont, je dirais, sous-payés qu'on commence à réveiller la question de l'état des droits. Mis à part le fait qu'il y a la loi Minakou qui crée aussi une controverse, on va en parler. Mais est-ce que vous n'avez pas cette impression-là qu'aujourd'hui, on en parle quand même un peu plus parce qu'il y a des intérêts des magistrats qui sont en jeu? Pas du tout. L'état des droits ne doit pas se résumer simplement aux magistrats. C'est l'affaire de tous. Je l'ai dit et répété, c'est tout citoyen, y compris les magistrats. Et lorsqu'on parle de l'état des droits, certes, on met l'accent sur la justice. C'est que la loi doit être respectée dans tous ses aspects. Et la loi, ce n'est pas simplement la loi pénale. Il y a la loi de manière générale. On parle d'abord de la loi suprême qui est la Constitution. Elle doit être respectée. Et lorsqu'il se pose un problème, comme vous le dites, d'interprétation, la loi elle-même a prévu comment est-ce qu'on peut clarifier la question. Donc c'est un problème, c'est une question qui est au-delà du magistrat. Donc ce n'est pas un problème... Pas au-dessus. Pardon? Pas au-dessus, mais au-delà. Non, c'est-à-dire... Ça ne dépasse pas... Non, c'est-à-dire au-delà de magistrat, c'est tout le peuple qui doit être concerné par les problèmes de l'instauration d'un état de droit. Mais pour ce qui est de la loi, c'est tout le monde qui doit être en dessous. Non, non, ce n'est pas un problème, comme vous l'avez dit, du fait que les magistrats sont sous-payés. Non, les magistrats ont toujours été sous-payés par rapport aux autres pouvoirs. Vous voyez, vous avez dans les semaines qui sont passées, on a parlé d'un ajout de 2 000 $, alors que les magistrats n'arrivent même pas à cette somme. Et vous comprenez qu'entre institutions... Déjà insinué que vous n'avez jamais touché à ça. Les 2 000 $ promises ne sont jamais arrivés. Pas du tout, même pas 2 000 $, les 1 600 dont question n'a jamais été payé. Donc vous comprenez que même la moitié de ce que vous dites là, les derniers des magistrats ne les touchent pas. Donc vous comprenez que ce n'est pas un problème. Là aussi, c'est un défaut d'une justice distributive. Nous avons tous droit aux ressources de notre pays à égale proportion. Donc vous comprenez que là également, ça pose un problème. Maître Gérard Ledy, la controverse sur l'indépendance de la magistrature revient encore sur la table des discussions. Vous avez suivi le président du SINAMAC qui est déjà entré dans le vif du sujet sur les conditions de travail salarial des magistrats. Alors aujourd'hui, on peut, vous en tant qu'analyste, est-ce que vous estimez que c'est le moment d'en parler? Oui, parce que l'indépendance des magistrats ne peut pas faire sujet d'un débat. Parce que les magistrats, d'ailleurs, je reviens encore à la Constitution. Parce que quand les gens proposent des lois, c'est comme s'ils sont en train d'oublier que les constituants ont déjà prévu. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Et c'est une disposition de la Constitution. Ce n'est pas une invention des SINAMAC. Ce n'est pas une invention des politiciens. Pour qu'ils puissent comprendre ça de leur manière. Donc la justice indépendante, ça signifie que les organes judiciaires, ceux qui sont appelés à trancher des litiges, ceux qui sont appelés à juger des personnes, ne doivent pas subir des pressions extérieures, internes et extérieures de la part d'autres organes. Donc c'est là l'indépendance de la magistrature. Donc les magistrats, dans sa manière de dire les droits ou dans sa manière d'instruire les dossiers lorsqu'il s'agit d'un magistrat du parquet, ne peut pas subir d'influences extérieures. Et comme ils ne peuvent pas subir des injonctions de la part de ces chefs hiérarchiques quant à la manière de rendre la justice. Comment être indépendant quand on a des conditions sociales qui sont précaires? Oui, quand on parle de l'indépendance, vous savez, c'est un idéal, comme venait de dire. Vous voulez dire que sur le plan pratique, il n'y a pas encore d'indépendance? Non, parce que vous savez, malgré les conditions difficiles auxquelles sont soumis nos magistrats,
Et je crois que la magistrature est en train de démontrer qu'elle est indépendante. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les magistrats sont dépendants de quoi que ce soit. Et nous avons suivi dans ces pays comment les magistrats se comportent et comment ils ont eu à rendre des décisions indépendantes sans tenir compte de qui que ce soit. Donc je ne suis pas d'avis que, compte tenu des parce que ce sont des personnes qu'il faut féliciter, parce que malgré les conditions sociales précaires, malgré les conditions sociales difficiles, qu'ils arrivent quand même à rendre la justice à notre population. Procureur Oussofa, je vous ai vu sourire quand même. Je suis un peu surprise d'entendre aujourd'hui que l'analyste politique et juriste confirme que les magistrats sont indépendants pendant qu'il y a quelques années, il y a quelques jours, la plainte était justement pour arriver justement à cette indépendance qui est encore dans sa phase de principe mais pas dans la réalité. Non, écoutez, je crois que Maître Lady a été clair. Situons-nous d'abord sur le plan textuel. La Constitution de notre pays a réaffirmé les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et dans cette indépendance, il y a plusieurs aspects de choses et nous allons les développer qui créent même des confusions dans la tête de plusieurs personnes, entre autres ceux qui ont eu à proposer des lois, et donc ces propositions de loi au niveau du Parlement, excusez-moi en fait de la tautologie. C'est que sur le plan strictement organique, le législateur a consacré l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et sur le plan fonctionnel, également confirmer cette indépendance. Mais le problème qui se pose, c'est que, puisque vous voulez insister sur les moyens financiers, les moyens financiers aussi ont un rôle extrêmement important, puisque lorsqu'on parle d'indépendance, ce n'est pas simplement vis-à-vis du pouvoir politique, mais également des pouvoirs financiers, mais également du pouvoir de pression au niveau familial. Donc tout ça, l'indépendance sur le plan financier, c'est ainsi que le législateur avait estimé, et c'est prévu, que le budget du pouvoir judiciaire soit élaboré par les conseils supérieurs de la magistrature, puisque ayant une vision globale de la situation tant sociale que professionnelle des magistrats, quitte à voir ces budgets être transmis pour être insérés dans le budget général. Mais au jour d'aujourd'hui, cela n'a jamais été fait. Tous les budgets transmis au niveau de l'exécutif n'ont jamais été tels que. Cela n'a pas empêché aux magistrats de vivre décemment. L'ancien ministre de la Justice, qui est actuellement président du Sénat, a dénoncé le phénomène 3V, vous vous rappelez. Et cela a bougé les magistrats parce que c'était presque la vérité. Vous savez, en fait, le problème, c'est que il n'a pas d'ailleurs été le premier à le dire, puisque un des autorités du pouvoir judiciaire avait maladroitement également fait référence à ça. Et nous avions réagi. Simplement puisque ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisqu'il y a 100% des magistrats. Madame, je vous demande simplement de descendre ici à Kinshasa au niveau des juridictions et des offices, voir dans quelles conditions les magistrats travaillent. Donc cela ne reflète pas la réalité. Donc les magistrats sont obligés parfois de recourir à certaines pratiques, pas la corruption, genre commerce, puisque même la loi défend, interdit aux conjoints des magistrats de faire les commerces. Mais cette incompatibilité, des fois, on est obligé de passer outre. Des deux, on ne connaît pas la vie sociale de chacun, de quelle famille il sort, pour conclure directement que, voilà, il a un véhicule, vous ne savez pas comment est-ce qu'il a pu avoir. Mais ce que je veux vous dire, madame, ceux qui gèrent les trésors publics au quotidien, ce ne sont pas les magistrats, puisqu'on voudrait faire croire à notre peuple que la situation des crises que nous traversons dans ces pays, ce sont les magistrats. Pas du tout. Donc revenons à cela, madame. Faites un tour à Kinshasa. La santé du pays dépend aussi de sa justice. Hein. Si les investisseurs ne viennent que là où il y a une bonne justice. Pour qu'il y ait une bonne justice dans ces pays, il faut qu'il y ait une volonté politique clairement exprimée. De voir d'abord, le pouvoir judiciaire être placé dans les conditions de travailler correctement et en toute indépendance. Mais si déjà, à travers de telles propositions de loi, on cherche à caporaliser les magistrats, c'est que logiquement, le but poursuivi, c'est d'empêcher que la loi soit correctement dite. Donc il n'y a pas autre chose. Donc il ne faudrait pas d'un côté
Je vous donne, madame, un exemple simple. Les constituants ont voulu à ce que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne normalement, puisque c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Mais depuis qu'il est là, il ne s'est réuni qu'à 4 fois ou 4 ou 5 fois en session extraordinaire. Comment voudriez-vous, madame, qu'un organe qui gère ne se réunisse qu'en session extraordinaire lorsque les politiques ont besoin de procéder aux affectations et aux nominations? Mais lorsqu'il s'agit de parler de choses, du pouvoir judiciaire, vous dit il n'y a pas de moyens. Mais chaque année, le Parlement s'est réuni en session ordinaire et en session extraordinaire. Parfois, en session ordinaire, extraordinaire, qui se poursuivent. Mais pour le pouvoir judiciaire, pour donner simplement les moyens à son organe de gestion de fonctionner correctement, on ne le fait pas. Et il est prévu également les chambres de discipline. Mais on ne donne pas les moyens à la chambre de discipline. Comment voudriez-vous que l'action disciplinaire, les pouvoirs disciplinaires dont est censé exercer le Conseil supérieur de la magistrature soient effectifs? Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Maître Gérard Lédy, voilà justement l'une des raisons qui a motivé peut-être, je dis bien peut-être, les deux parlementaires, Minakou et Sakiata, de proposer une réforme approfondie de l'appareil judiciaire. Non, mais cela nécessite... S'il y a des éléments que le CINAMAC évoque aussi ouvertement. S'il vous plaît, là j'interviens, madame. J'interviens pour vous dire simplement, excusez-moi, pour clarifier en fait avant que Maître Lédy n'intervienne. Ça n'explique rien du tout. Ce que je voudrais dire simplement, qu'on laisse cet organe fonctionner. Vous bloquez son fonctionnement et puis vous dire que les choses ne marchent pas. C'est comme qui dirait, vous avez votre véhicule, vous ne mettez pas les carburants, mais vous reprochez au chauffeur de ne pas démarrer. Alors que vous savez très bien qu'il n'y a pas de carburant et que le moteur ne veut pas s'allumer. Voilà en fait la précision. Oui, merci pour la question, mais j'ai un avis un peu tout à fait surprenant, parce que ce n'est pas question de proposer des lois. Dans notre pays, nous avons des lois, mais il faut savoir à quoi ces lois peuvent servir. Parce qu'il y a des lois, parce que lorsque vous vérifiez de près ces propositions de loi, vous allez vous rendre compte que ces propositions de loi ne propose rien, permettez la tautologie, rien par rapport à ce qui existe déjà. Nous avons la loi portant statut des magistrats qui propose déjà des solutions par rapport à ce qui est déjà proposé. Il y a un certain nombre de réformes qu'on prétend être des réformes qui ne le sont pas en principe, en réalité. Et comme disait le procureur de la République, si on laissait fonctionner le Conseil supérieur de la magistrature comme il se doit, beaucoup de problèmes pouvaient être résolus. Parce que lorsque vous lisez, quand vous lisez les dossiers, en dehors des exposés de motifs qui sont l'exposé de motifs qui est abondant, mais vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne la matrice, mais il n'y a rien par rapport à la proposition. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de procédures de prise à partie contre les magistrats initiées par vous, les avocats. Si la situation allait tellement bien, je crois qu'on n'aurait pas une telle proportion des plaintes. Non, on ne peut pas affirmer une chose et peut-être pratiquer le contraire. Non, je ne voudrais pas être l'avocat des magistrats ici. Mais je suis en train de parler d'une situation générale. La procédure, la prise à partie n'est pas nécessairement liée à la situation de précarité des magistrats. Parce que ce n'est pas nécessairement lié à la précarité de la situation des magistrats. Parce que quand on fait des propositions de loi, les propositions de loi doivent tenir compte du cadre spatio-temporel. Et comme on nous enseignait déjà à l'université, lorsque une loi ne tient pas compte des desiderata de la population, ces lois risquent de ne pas être appliquées. Donc vous estimez que la réforme de la justice aujourd'hui n'est pas nécessaire? Mais il faut voir le contenu de cette réforme. Parce qu'il ne suffit pas de dire la réforme, parce qu'on est en train de donner, par exemple, au ministre de la Justice, les prérogatives qui sont déjà attribuées à un organe existant. Au lieu de permettre à cet organe de bien fonctionner, au lieu de donner à cet organe des moyens, on voudrait ajouter un autre organe qui, à mon sens, est inutile. Comment on peut donner au ministre de la Justice le pouvoir de constater les fautes des magistrats? Mais il se pose même un problème par rapport à la légistique. Lorsque vous voyez par exemple la proposition relative au Conseil supérieur de la magistrature, on dit au début, on commence par le Conseil supérieur de la magistrature.
À l'intérieur, on voit apparaître les ministres de la Justice de nulle part. Alors que il y a des différentes tâches déjà attribuées à l'organe qui est déjà installé par une loi. On veut attribuer à un ministre de la Justice les prérogatives qui ne cadrent pas avec la matière. Parce que nous sommes en matière disciplinaire. Comment voulez-vous qu'on puisse intégrer une personne qui fait partie de notre pouvoir à faire partie de l'aspect disciplinaire des avocats et des magistrats? À l'instar des avocats, ne peut prendre part à la discipline des magistrats que les pairs. Donc on ne peut pas trouver une personne externe. Parce qu'aujourd'hui, les politiques sont en train de dire, voilà, on est en train de se mixer. Mais par cette loi, il y a un cas flagrant de l'immixtion des pouvoirs exécutifs dans le pouvoir judiciaire. On prend un ministre de la Justice, on lui attribue les prérogatives d'un organe disciplinaire qui existe déjà. Donc, loin de moi l'intention de les soutenir, mais je suis d'avis que lorsqu'on met des moyens, parce qu'il ne suffit pas de dire, parce que quand on parle même on dit que le ministre de la Justice incarne la politique, où se trouve le président de la République? Et nous allons même y arriver. Moi, je crois que même si on voulait faire des ministres de la Justice tout puissants, mais je crois qu'en tant que garant du bon fonctionnement, j'ai préféré d'ailleurs que ces prérogatives soient dévolues, s'ils veulent bien la réforme, au président de la République qui incarne la politique de la nation. Exact. Procureur, là en tant que président du SINAMAC, parce que vous avez cette casquette dans cette émission, vous parlez en tant que président du syndicat des magistrats, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu la mauvaise foi du côté des magistrats, parce que le ministre de la Justice a toujours eu un rôle à jouer vis-à-vis de la magistrature. Le ministre de la Justice nomme déjà provisoirement des magistrats, et c'est ce que propose, entre autres, cette réforme. Il y a des juristes qui ont l'impression, même les initiateurs de ces propositions de loi, ils ont l'impression que vous lisez, vous faites une lecture orientée ou presque non coupable de cette loi, en ne relevant que ce qui ne vous plaît pas. Pourtant, il y a des choses qui existent déjà, notamment le pouvoir du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet. Non, madame. Et la loi lui autorise. Non, je crois que c'est ça, en fait, ce que nous disions. C'est une mauvaise lecture de loi. Partons de la notion de magistrat à titre provisoire. C'est une notion qui a existé en 1988 avec les statuts des magistrats. Mais nous arrivons en 2006. Les constituants lèvent des options. Et l'une de ces options, c'est de faire du pouvoir judiciaire un pouvoir réellement indépendant. Et la question fondamentale dans la logique de ces propositions de loi, c'est celui de savoir, est-ce que les magistrats du parquet est membre du pouvoir judiciaire ou pas? Alors, on cherche à vouloir faire comprendre aux gens que non, les magistrats du parquet n'est pas membre du pouvoir judiciaire. Et là, c'est là où nous nous inscrivons en faux. Les magistrats du parquet congolais est membre du pouvoir judiciaire. Non pas par la volonté du SINAMAC, mais par la volonté du constituant. Mais sa nomination dépend, entre autres, du ministre de la Justice. Pas du tout, madame. Pas du tout, madame. L'article 82 de la Constitution est clair. Les magistrats, le pouvoir de nomination des magistrats appartient au seul chef de l'État sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'article 82 de notre Constitution. Cette pratique vous rejetez le pouvoir du ministre de la Justice? Non, il n'a pas ses pouvoirs. Il avait ses pouvoirs en Deuxième République. Mais depuis la Constitution de 2006, ses pouvoirs lui a été retirés. Vous le dites sans peur d'être contredit? Non, 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 j'affirme et c'est comme ça. Voilà ce qui s'est passé en 2009. On a dit ceci. Et le magistrat du parquet étant du pouvoir judiciaire, il est anormal qu'un membre de notre pouvoir puisse procéder à leur nomination. Et qu'est-ce qui a été fait? On a dit désormais, on confirme le principe d'accession ou d'accession à la magistrature par voie de concours. Après les concours, les candidats retenus passent par l'École nationale de la magistrature. Mais malheureusement, cette École nationale de la magistrature n'a jamais vu le jour. C'est ainsi que lorsque on a voulu organiser les concours des magistrats en 2010, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire non, ne procédez pas à la nomination, il faut d'abord commencer par créer l'École nationale de la magistrature, comme dans plusieurs pays du système romano-germanique. On ne nous a pas suivis
on a procédé à la nomination au concours. Et à Vous-même, vous n'êtes jamais passé par cette école-là? Non, ça c'est... Nous sommes là dans la logique de 1988. Parce qu'entre-temps, les choses ont changé. Il y a eu une nouvelle constitution et un nouveau statut. Celui-là est de 2006, qui ont changé les règles du jeu. Donc les magistrats, les ministres ne pouvaient pas intervenir. Donc, vouloir aujourd'hui procéder à la nomination des magistrats à titre provisoire, c'est en violation des textes qui nous régissent. Donc il n'a pas ces pouvoirs. Pourtant, ça se fait, vous le savez. Non, ça ne se fait pas. Depuis 2006, les dernières nominations par voie d'arrêté des ministres datent de 1997, c'est-à-dire avant l'entrée d'AFDEL. Les dernières nominations datent de 2010 et 2011. C'était par ordonnance présidentielle après les concours sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cette réforme retire aux magistrats leur droit, leur pouvoir de dire le droit? Non, d'abord, ça viole l'article 87. On ne peut pas vouloir avoir un pouvoir que la Constitution attribue à une autre structure. Sinon, c'est ce qu'on appelle la fraude constitutionnelle. Et d'ailleurs, je crois que Maître Ledy vous l'a dit, c'est-à-dire qu'on a donné ses pouvoirs. La Constitution l'a donné au président de la République, sur proposition du Conseil supérieur. Alors, vous parlez des magistrats à titre provisoire, qui est une notion qui n'existe plus. Mais qu'à cela ne tienne, mais ils sont magistrats. Et ils doivent être nommés par qui? Par le président de la République. Donc, je crois que c'est peut-être une confusion de leur part. Et croient que nous sommes dans la logique des statuts de 88. Et c'est une notion qui a existé. Ce n'est pas une innovation. Qu'on ne la présente pas comme innovation. Donc, c'est un archaïsme d'une époque déjà révolue. Donc, moi, je pense que c'est ce que j'ai dit. Alors, maintenant, je sais que vous anticipez sur le pouvoir du ministre, sur les magistrats. Non, madame. En 2006, il a été levé l'option de nous aligner désormais derrière l'Italie. Puisque en Italie, on a confirmé l'indépendance du magistrat du parquet. Et en 2006, les constituants, tenant compte des réalités après débat ici à Kinshasa puis à Kisangani, on a dit non, nous devons avoir un parquet indépendant de l'exécutif. Puisque vous savez, madame, les droits est mouvant. Il y a des réalités aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que la conception classique du magistrat du parquet, qui résulte de la royauté, de la monarchie au niveau de la France, où le magistrat du parquet était un agent du roi de la monarchie, a évolué. Lorsqu'on est arrivé à la République, ça a évolué et au jour d'aujourd'hui, ça continue à évoluer. Et c'est ainsi que nous, on a levé l'option de nous aligner désormais derrière l'Italie, avec un pouvoir judiciaire composé du parquet, géré par un conseil supérieur de la magistrature composé uniquement de magistrats, comme en Italie, et c'est une option. Qui n'a pas encore été confirmée. C'est en cours. Non, non, non. La Constitution l'a consacrée. Mais voilà, madame, là où la première tricherie, ou première fraude, c'est en 2011. Lorsqu'on a dit non, écoutez, voilà, on procède à une révision de la Constitution pour retirer les parquets. Ils ont cru qu'en enlevant l'incise ainsi que le parquet y rattaché, on a levé les magistrats du pouvoir judiciaire. Or, ils ont oublié, ils ont une lecture sélective de la Constitution. Parce que si vous voulez apprécier les pouvoirs judiciaires, il faut partir de l'exposé des motifs, des articles 149 à 152. Vous dites que le parquet n'est pas membre du pouvoir judiciaire. Mais lisez, madame, l'article 152 de la Constitution dit « Le pouvoir judiciaire est géré par les conseils supérieurs de la magistrature, composé, entre autres, des magistrats du parquet. » Comment, madame, s'il vous plaît, madame, comment pouvez-vous dire que tel n'est pas membre du pouvoir judiciaire, mais il est dans l'organe qui gère, pour expliquer clair et facilement pour qu'on nous comprenne. Vous allez dans une classe de 5e année littéraire. Vous dites à un élève, monsieur, vous êtes exclu de l'école. Vous lui remettez son dossier, vous dites, vous êtes exclu, mais vous demeurez chef de classe. Or, pour demeurer chef de classe, pour être chef de classe, il faut être de cette classe. Or, les magistrats du parquet gèrent le pouvoir judiciaire et vous dites, il n'est pas du pouvoir judiciaire. Donc, madame, c'est une confusion. Maître Gérard Ledy, est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à un bras de fer entre le politique et les magistrats du parquet? Non, moi je crois qu'il n'y aura jamais de solution. Non, les bras de fer n'existent que dans... Parce que le problème, c'est que le pouvoir, il faut éviter d'étayer des lois sur mesure. C'est ce que nous avons toujours assisté dans notre pays. Il ne faut pas que les constituants, les législateurs ou ceux qui veulent proposer des lois
puisse proposer des lois sans tenir compte des réalités sociales. C'est ce que je disais tantôt. Il ne faut pas qu'on confonde. Parce que quand on dit que le pouvoir judiciaire est indépendant, mais c'est le constituant qui le dit. Et ça n'a pas été violé. Hein. Cette loi n'a pas violé justement ce principe d'indépendance du pouvoir judiciaire. Lorsqu'on infiltre dans la gestion du pouvoir judiciaire un membre de l'exécutif, vous violez l'indépendance du magistrat. Même si cela n'est pas dit, parce que les gens pensent qu'on doit le dire dans la proposition. Non. Lorsqu'on fait du ministre de la Justice un membre qui doit constater les fautes disciplinaires des magistrats, mais il est en train de se comporter comme faisant partie du corps. Parce que la loi portant statut sur le magistrat n'est pas muette. On a déjà institué les organes et des personnes habilitées à constater ces fautes. Aujourd'hui, maître, justement, le constat part du fait qu'il y a un laisser-aller du côté de la magistrature, au niveau du parquet, peut-être. Et c'est peut-être à cause de ça que c'est ça qui a motivé les gens qui soutiennent la loi Minaku et Sakata à essayer de remettre de l'ordre, qu'il n'y ait plus d'anarchie. Vous savez, nous venons de loin, madame. Nous venons de loin. Parce que lorsque les gens parlent de l'anarchie, mais l'anarchie vient seulement lorsque l'organe de la loi, les ministres et les magistrats du parquet commencent à mettre la main sur les politiques. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est cela, est-ce que c'est une coïncidence? Non, nous ne sommes pas des petits-enfants pour ne pas comprendre ce qui peut cacher. Est-ce que le contexte politique actuel s'y prête? Parce qu'aujourd'hui, le débat quitte le côté judiciaire et devient maintenant politique. On taxe les magistrats de tous les maux. Mais oui, parce que lorsque les politiques disent déjà que nous sommes dans une république des juges, vous savez que l'homme politique n'est même pas respectueux des institutions. Parce que ce sont des hommes politiques et surtout les gens qui font partie d'autres pouvoirs qui parlent de l'immixtion du pouvoir judiciaire sur les autres pouvoirs. Alors qu'avec ces réformes, c'est ce qu'ils sont en train d'ailleurs de faire. Donc il faut qu'on puisse savoir que quand on parle de la justice indépendante, ça veut dire que la loi est au-dessus de tout. Le pouvoir judiciaire a ceci de particulier. En dehors d'être pouvoir, il est en même temps au-dessus des autres pouvoirs. C'est un peu difficile à comprendre aux esprits non élevés. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas comment on peut mettre la main sur les autres membres des autres pouvoirs. C'est pour vous dire, même le président de la République, les autres membres du pouvoir politique ne sont pas au-dessus de la loi et non pas au-dessus de la justice. De telle sorte que lorsqu'ils commettent des fautes, il faut que cette justice-là soit indépendante pour qu'elle puisse suffisamment sécuriser et les faibles et les plus forts. C'est justement ce qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas qu'on puisse penser que les magistrats veulent faire un bras de fer. Non. Les esprits avisés savent et peuvent bien voir que lorsqu'on remet les pouvoirs d'un organe disciplinaire des magistrats à un organe exécutif, c'est une immixtion de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Procureur, il n'y a pas immixtion quand c'est le ministère de la Justice qui se bat pour que les magistrats puissent bénéficier de leurs avantages. Justice TV a appris qu'il y a par exemple des magistrats qui sont décédés, donc il y avait des problèmes et tout. Un certain nombre de choses que le ministère de la Justice, pour ne pas dire le ministre de la Justice, a obtenu pour les magistrats, en faveur des magistrats. Là, il n'y avait pas immixtion. Immixtion, c'est quand on essaye de demander aux magistrats de rester alignés et de respecter ce qu'ils devraient faire pour la population. Non, madame, ça n'a rien à voir avec ce que le magistrat doit faire ou par rapport à sa mission de dire les droits. Ce n'est pas ça. Lorsque nous disons que voilà, ces propositions de loi violent la Constitution et que les ministres ne peuvent pas ça ne viole pas la Constitution. Et ça ne viole... Non, s'il vous plaît, madame, je vous ai tantôt parlé du budget du pouvoir judiciaire qui devait être mis à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un élément d'indépendance et l'exécutif ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Mais au jour d'aujourd'hui, puisque l'exécutif gère au quotidien les trésors publics, et si aujourd'hui on doit mettre les moyens à la justice pour qu'il fonctionne, mais ça ne peut être que l'exécutif qui a en charge la caisse de l'État. C'est pas pour autant. Là, il n'y a pas immixtion. S'il vous plaît, c'est pas pour autant, puisque l'argent ne lui appartient pas. C'est l'argent de la République et on exécute le budget du pouvoir judiciaire. Si c'était son argent qui sort de sa poche, on dirait non, voilà, c'est un problème, ce n'est pas son argent. Vous comprenez?
Et également, lorsque son travail entre autres du ministre, les bâtiments sont là en délabrement, ce n'est pas le pouvoir judiciaire, c'est le rôle de l'exécutif de pouvoir doter au pouvoir judiciaire des moyens. Voilà, madame. Pour comprendre la logique d'une loi, il faut commencer par son exposé des motifs. Lorsque nous disons que le ministre de la Justice, on voudrait conférer au ministre de la Justice un pouvoir de contrôle total sur les parquets, c'est que nous disons la vérité. C'est que les auteurs de la loi ne disent pas à la population. C'est pourquoi moi je vais vous lire une partie de l'exposé des motifs de la loi. La page 3. Voilà ce qu'ils disent, madame. Parlant du pouvoir des ministres et parlant de l'autorité prévue à l'article 70, il implique aussi les pouvoirs d'orientation, d'instruction et de contrôle, tout comme les pouvoirs de sanctionner et de récompenser en termes d'avancement et d'avantages professionnels. Là, ce sont les pouvoirs qui sont donnés par la Constitution au Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire de la nomination à la promotion, de la promotion, puisque vous gérez la carrière, au pouvoir disciplinaire d'appréciation. Non, vous êtes membre d'un pouvoir. Imaginez-vous aujourd'hui, madame, que moi, magistrat, je m'arroge le droit de légiférer. Mais c'est une violation de la Constitution, puisque ce n'est pas mon travail. La mission de dire les droits appartient au pouvoir judiciaire, n'en déplaise à ceux qui soutiennent autrement. Et lorsqu'ils soutiennent également, toujours à la même page, ils disent ceci. D'une part, il importe de se conformer à la Constitution qui ne range pas dans la même catégorie les magistrats du siège. Seuls membres du pouvoir judiciaire jouissant de l'indépendance et de l'inamovibilité et les magistrats du parquet qui les constituent suppriment de la liste de l'autorité judiciaire. Madame, ça c'est une aberration. Les magistrats du parquet sont membres du pouvoir judiciaire. C'est ce que j'ai dit au départ de l'émission. Il s'agit d'une confusion. De l'indépendance. Par les magistrats. Non, pas entretenu. Les textes se complètent. Non, 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 madame. Entretenu par ceux-là qui interprètent maladroitement les textes de loi. Il y a l'indépendance organique. C'est-à-dire, sur le plan organique, les magistrats sont membres du pouvoir judiciaire comme les magistrats du siège. Mais sur le plan fonctionnel, l'indépendance du magistrat du parquet, il est indépendant, mais son indépendance n'est pas pareille au magistrat du siège. Puisqu'au niveau du siège, on ajoute à cela un autre aspect, l'inamovibilité. Vous comprenez, madame? Et nous sommes là sur le plan fonctionnel. Et sur le plan fonctionnel, tenant compte de l'histoire, on a créé des ponts entre l'exécutif et les judiciaires. Je veux, par exemple, le ministre de la Justice, le premier pont, a un pouvoir, a le droit, pas un pouvoir, mais il peut, sur base de l'article 28 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il peut saisir directement la chambre de discipline contre un magistrat. C'est un pouvoir qui lui sont reconnus. Deuxième pont, il a un service sous sa direction, l'inspectorat des services judiciaires. Et si vous lisez les statuts des magistrats, ces services-là peuvent constater des fautes disciplinaires à charge du magistrat. Mais puisqu'il est le consommateur de leurs rapports, il peut, partant de ces rapports, saisir la chambre de discipline. Donc, voilà en fait les ponts. Un autre pont, c'est qu'il peut aussi, disons, donner des injonctions. L'injonction dont on parle, madame, c'est une injonction positive. Là où les magistrats... S'il s'agissait d'une injonction positive, les magistrats ne s'en plaindraient pas. Je vous explique, madame. Non, non, pour nous, l'injonction positive, c'est ce que dit la loi. Mais ce que lui veut, c'est aller au-delà de ça. Laissez-moi continuer. Ça, c'est un procès d'intention. Non, non, c'est écrit. C'est écrit. Et d'ailleurs, Maître Lady en a fait référence. Madame, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Il veut avoir les contrôles de l'action publique en amont comme en aval. Même en France, puisque aujourd'hui, ils sont devenus spécialistes du droit français. Même en France, cela ne se passe pas comme ça. En France, d'ailleurs, à partir, je crois, de la loi Taubira, si je me trompe, en 2012, il est même interdit au ministre de la Justice de pouvoir donner des instructions relativement aux affaires individuelles. Ces instructions... En France, le procureur fait rapport au ministre de la Justice. Non, rapport, s'il vous plaît, rapport pour des actes déjà posés, mais pas pour des actes à poser. Puisque là, on viole les secrets de l'instruction préjuridictionnelle. Vous comprenez, madame? Donc là, c'est une bonne lecture de la loi française. Alors, pour ce qui est de l'injonction, là où les magistrats auraient dû agir et qui n'a pas agi, le ministre dit non, vérifier si c'est infractionnel ou pas. C'est-à-dire qu'il ne doit pas préjuger de la suite, puisque
magistrat du parquet, le procureur général à qui l'injonction peut être donnée, et les maîtres de l'action publique et a le pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire de l'opportunité de poursuite. Mais alors, les cause... ministres vont même au-delà de ça, puisque l'injonction porte sur l'action publique. Mais il voudrait avoir même les pouvoirs d'injonction en matière disciplinaire. Madame, soyons sérieux. Or, l'article... En tant qu'expert, c'est non, acceptable. Non, la Constitution... Y a-t-il un membre du ministère de la Justice qui siège au Conseil supérieur de la magistrature? Les constituants a dit que le Conseil supérieur de la magistrature doit être composé de seuls magistrats. Et à l'article 152, la Constitution a énuméré les magistrats qui doivent être membres. Il a prévu les membres de droit, qui sont les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, les procureurs généraux, ainsi que les premiers présidents des cours d'appel et des cours administratifs d'appel, les procureurs généraux pré-secours et également les magistrats élus par ressort. Monsieur le procureur, avant de passer la parole à Maître Lady, est-ce que vous ne trouvez pas que justement, au regard de tout ce qu'il y a eu comme dérapage dans la magistrature, que le Conseil supérieur de la magistrature a laissé passer, c'est ça qui motiverait aussi une réforme qui ait aussi un regard, je dirais un regard indépendant, qui ne sera pas nécessairement magistrat pour donner un avis. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, madame. Pour en arriver, il faut modifier la Constitution. On ne peut pas le faire par voie législative. On doit le faire par la modification de la Constitution. Mais aujourd'hui, on veut fuir la modification de la Constitution. On veut aller par voie législative. Si réellement c'est là l'intention, parce que je sais que vos journalistes, vous êtes en contact avec tout ce monde-là. Mais madame, je reviens sur ce que Maître Lady a dit. Lorsqu'on parle d'une république des juges, ce n'est pas les magistrats du parquet, les juges, je crois. Mais c'est péjoratif aussi, hein. Ce n'est pas que positif. Non, avantage, moi, je préfère aller dans leur logique. Hein? République des juges. Mais là, ce ne sont pas les magistrats du parquet, ce sont des juges, puisque même le législateur lui-même, et c'est ça également une autre faute. Lorsque le législateur parle de magistrats, il vise les magistrats du siège et du parquet. Lorsqu'il veut faire la distinction entre les deux, soit il parle du magistrat du siège, soit il parle du juge. Lorsqu'il parle du juge, donc il distingue les deux. Mais lorsqu'il parle des magistrats, tout court, soit les deux. C'est ça la confusion au niveau de ceux-là. Mais je sais une chose, madame. Après avoir suivi les débats et les déclarations de tous ces mondes-là, ce ne sont pas les magistrats qui sont visés. C'est l'administration de la justice dans son entièreté qui est visée. Lorsque vous suivez les incidents qui ont eu lieu, puisqu'il s'agit de 4 incidents, madame, sincèrement, vous verrez que le pouvoir judiciaire n'y est pour rien. Vous prenez le premier cas du député qu'on a arrêté en procédure de flagrance. On ne veut pas assez qu'on arrête, mais on agit conformément à la loi. De deux, et d'ailleurs... Quand on demande un dossier en communication à un magistrat qui refuse de transmettre à sa hiérarchie... Quel dossier en communication? Dans les dossiers de politique, les dossiers qui font actualité actuellement, vous le savez. Dans cette émission, on n'est pas là pour parler des dossiers, mais on sait que... Madame, moi je vais vous aider. Vous parlez du dossier Caméré, où une exception d'inconstitutionnalité a été soulevée et qu'un greffier, s'il vous plaît, et un greffier a demandé un dossier. Madame, s'il vous plaît, lorsqu'une exception est soulevée, il faut attendre à ce que le juge se prononce. L'exception a été soulevée, une limine élitiste? Non, madame, je ne suis pas dans le fond. Je ne voudrais pas débattre là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'on demande un dossier par un greffier alors que le dossier est pris en délibéré. Ça ne se fait pas, madame. Okay. S'il vous plaît, non, mettons-nous d'abord d'accord. Voilà, c'est l'amalgame des politiques. Lorsqu'on demande un dossier, le greffier n'aurait même pas dû demander ce dossier. Son rôle, c'était attendre, puisque l'affaire a été prise en délibéré, que le juge se prononce. C'est lorsque le juge se prononce ou décrète la surséance, qu'en ce moment-là, les dossiers, la juridiction qui a décrété la surséance a l'obligation de transmettre les dossiers à la Cour constitutionnelle. Mais le greffier n'a pas à demander un dossier qui est pris en délibéré. Ça, ce n'est pas ce que dit la loi. Donc, évitons-nous l'amalgame, madame. Et lorsque également on parle du fonctionnement de la justice, moi j'aurais aimé qu'on nous dise ce qu'on reproche à la justice pour justifier ce qu'on est en train de faire. Un certain nombre de dérapages d'ailleurs décriés par les avocats, notamment Maître Lady qui refuse de le dire, mais qui sait qu'aujourd'hui la justice a été fortement critiquée depuis des années et l'interférence, comme le procureur venait de le dire, du ministre de la Justice, bien des politiques dans le fonctionnement de la justice ne serait peut-être que quelque chose de salué.
Vous ne trouvez pas? Non, moi je ne voudrais pas qu'on puisse justifier les modifications ou des propositions de la loi par rapport à certains cas spécifiques. La loi a de ceci de particulier d'être impersonnelle et générale. Est-ce qu'on devrait revoir carrément la Constitution comme l'a proposé? Oui, parce que je suis d'avis, parce que je ne suis pas là comme avocat des magistrats, mais je suis en train de voir que les parlements veulent faire des propositions de révision constitutionnelle, mais de manière voilée. Parce qu'en réalité, les organes disciplinaires pour sanctionner les magistrats sont connus, et comme disait le procureur ici, il suffit de mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent bien fonctionner. Ce ne sont pas des personnes qui manquent, ce sont des moyens dont ils disposent pour mener efficacement la discipline des magistrats. Les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Les magistrats peuvent être poursuivis et disciplinairement et pénalement même. Donc la prise à partie à laquelle vous faites allusion, vous savez peut-être que je peux vous surprendre. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui critiquent de temps en temps des magistrats. Et j'étais parmi des gens qui s'étonnaient d'ailleurs de voir un greffier demander un dossier pris en délibéré. Ça ne se passe pas. Même un président d'une juridiction, même de la haute juridiction, n'a pas le pouvoir de le faire. Donc là, ça n'a rien à voir avec la distribution de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de trouver un juste milieu? Mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Si il est vrai qu'on est en train de vouloir assainir des choses sur le plan de la magistrature, mais pourquoi on ne va pas attribuer ces prérogatives au président de la République qui, lui, conduit la politique de la nation? Pourquoi les gens s'acharnent? Mais il a déjà ses attributions. Mais c'est ce que je dis, parce que pour que nous puissions justifier, est-ce qu'il y a une personne beaucoup plus importante qui puisse incarner la politique judiciaire de l'État en dehors du chef de l'État? Prenez ces dispositions, prenez cette prérogative qu'on est en train de vouloir attribuer au ministre de la Justice, de les attribuer au chef de l'État. Comme ça, on saura qu'il n'y aura plus de justification de part et d'autre. Moi, je pense que pour ne pas donner l'impression de marcher avec les magistrats ou de vouloir minimiser les politiques ou les membres de l'exécutif, comme ils veulent que l'exécutif ait un œil sur le bon fonctionnement de la justice. Je crois que ces propositions de loi, ces attributions qu'on veut attribuer au ministère, attribuons-les. Alors ce débat quitte son contexte juridique pour devenir un débat politique, au point que l'examen de ces lois controversées est suspendu pour des raisons de contexte politique selon certaines personnes. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait relancer le débat, carrément crever l'abcès, comme on le dit, et mettre chacun à sa place? Mais oui, bien sûr. Moi, je crois qu'ici, la décision qui a été prise, c'est seulement pour les besoins de commodité. Mais on n'a pas dit que ces lois sont retirées. Donc le débat pourra ressurgir plus tard. Mais je crois que pour le bon sens, parce que comme je disais ici, les lois sont faites pour les hommes et non le contraire. Donc on ne doit pas prévoir des lois pour servir une certaine... Le président de la République l'a dit dans son discours. Donc on ne doit pas mettre en place des lois pour s'assurer sa propre sécurité. Les lois sont faites pour la majorité de la population. Moi, je suis de cet avis que si on veut bel et bien faire en sorte que la justice soit assainie, attribuons carrément ces attributions qu'on veut attribuer au ministre de la Justice, au chef suprême, parce que les décisions sont rendues au nom du peuple congolais, sont exécutées au nom du chef de l'État. Je crois que c'est la personne la plus attitrée pour assurer Monsieur le procureur, est-ce que vous êtes de son avis déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Retirer les prérogatives du ministre de la Justice et donner au chef de l'État, comme le propose Maître Ledy? Non, mais il n'y a pas à retirer au ministre puisqu'il n'en a pas. On voudrait le lui donner. Non, retirer, on peut retirer quelque chose qu'il a, mais ça, il n'en a pas. Alors pourquoi vous vous agitez s'il n'en a pas, si c'est un faux débat? Non, mais puisqu'il s'agit d'une proposition de loi, on voudrait lui attribuer ce que la Constitution a attribué à d'autres structures de l'État. C'est pourquoi nous ne nous agitons pas, nous dénonçons cela comme tout citoyen. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas l'affaire du magistrat seul. Puisque l'indépendance dont on parle, madame, ce n'est pas l'indépendance de Issofa, tel que je suis là, c'est l'indépendance
du pouvoir judiciaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Moi, je peux passer. Mais qu'adviendra-t-il si aujourd'hui on ne met pas en place des structures stables qui fonctionnent dans le respect des textes et des lois? Donc, le problème n'est pas celui-là, madame. Le problème majeur qui nous a amené à Kisangani à lever cette option, c'était quoi? Contrairement au droit français, les magistrats du parquet congolais est à la fois ministère public et juge d'instruction. Et les juges d'instruction en France, c'est un magistrat du siège. Alors que chez nous, les magistrats du parquet exercent les deux attributions. Alors maintenant, voilà. Monsieur le procureur, qu'on revient un peu sur le sujet. La question qui dérange les gens qui sont pour cette loi est pourquoi les magistrats refusent un œil extérieur dans le fonctionnement de la justice. Non, c'est-à-dire, madame, il ne s'agit pas d'un œil extérieur. Ça peut être le risque de la justice. C'est-à-dire, madame, voilà comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Je crois que si on voudrait, parce qu'il y a des débats, la confusion, l'indépendance du pouvoir dont on parle, c'est dans la mission de dire le droit. Là, la loi n'autorise pas à ce qu'un pouvoir entre dans le fonctionnement de notre pouvoir. C'est pourquoi, en France, par exemple, en 1993, le Conseil constitutionnel français s'est prononcé pour dire que le magistrat du parquet fait partie de l'autorité judiciaire. Et après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait estimé que le parquet français n'était pas indépendant, voilà, à partir de Sarkozy, et il y a à peine quelques semaines, le Premier ministre qui venait d'être remplacé a introduit des réformes qui tendent à quoi? On a retourné les pouvoirs disciplinaires au Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du parquet, et pour la nomination des magistrats en France, qui était dévolue au ministre de la Justice, et que le Conseil supérieur ne pouvait émettre qu'un avis simple, aujourd'hui c'est un avis conforme. Alors pendant que les autres, s'il vous plaît madame, pendant que les autres progressent, cherchent à rejoindre là où nous sommes, nous Congolais, nous régressons. Alors que même les pays... Le niveau de la démocratie en France n'est pas le même qu'ici en France. Alors là maintenant, madame... Il faut pas non plus confondre les alors donc, contextes. n'organisons pas les élections, n'organisons pas les instructions telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas une démocratie. Non, madame. Je crois que tout ce que vous avez suivi l'argumentaire de ces gens-là, en France, les systèmes français, mais ils se réfèrent au système français lorsque ça plaît à ces gens-là. Ces débats-là éclos en France, de l'appartenance du parquet au pouvoir judiciaire. En France, ça n'existe plus. En Europe, ça n'existe plus. Que veut le Sinamac aujourd'hui? Non, moi, je veux simplement qu'on respecte la loi. Mais maintenant, voilà. Si on estime, on dit, non, écoutez, voilà, les constituants l'ont dit, là, il faudrait procéder à la révision de la Constitution. Mais sans oublier que l'article 220 de la Constitution a verrouillé certaines matières, entre autres l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, il faudrait que nous retournons auprès de notre peuple et posons la question au peuple. Si on peut maintenant revenir sur les options fondamentales levées à San Titi et consacrées à Kisangani par les constituants, alors là, d'accord, on va procéder à cela. Mais puisque ce sont des options fondamentales, on n'y touche pas. Et si on veut se toucher, il faut se référer au peuple. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas les combats de magistrats. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Donc nous devons tout faire pour que les choses fonctionnent normalement. C'est un combat du peuple pour le peuple. Ce n'est pas un combat pour les magistrats, mais c'est un combat pour une bonne administration de la justice, comme je l'ai dit. Mais madame, il y a également une question fondamentale. En attendant. Oui, madame, mais il y a une question fondamentale. C'est celle de l'opportunité. Pourquoi maintenant? Alors que l'un des auteurs a été au perchoir pendant 5 ans. On n'a pas fait. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on cherche à le faire, juste au moment où la justice qu'on reprochait d'inertie commence à se mouvoir. Est-ce que c'est un procureur qui va commencer des procès d'intention? Non, non, non. C'est un président du syndicat qui soulève une question d'opportunité. Maître Gérard Lédy. Oui, moi je suis d'un avis tout à fait différent. Un député national a le droit d'initier des lois. Mais ces lois... Oui, mais oui, moi, il y a les problèmes d'opportunité, ça c'est l'appréhension du procureur de la République. Et quand il veut, mais il faut tenir compte du cadre spatio-temporel et du bien fondé de ces lois-là. Et parce que pour moi, à mon humble avis, ces lois-là, c'est une révision constitutionnelle voilée. Et parce qu'on ne peut pas, par certaines dispositions de cette proposition, modifier une constitution sans les dire.
Donc on ne peut pas faire passer ce genre de propositions parce que ça contredit les dispositions constitutionnelles. Et le problème pour vous en tant qu'analyste, on est en train d'arriver à la fin, donc ça sera aussi votre conclusion, et plutôt qu'on laisse les magistrats dans le contexte actuel, dans leur fonctionnement habituel, normal, avec tout ce qu'il y a comme critique. Non, moi je crois que le problème est fondamental et le procureur l'a dit. Nous avons toujours, c'est un problème de la République, hein. Ce ne sont pas des lois qui manquent, ce ne sont pas des organes qui manquent. Tout ce qu'on a proposé ici comme pouvoir sont exercés par des organes qui existent. Peut-être qu'ils ne fonctionnent pas bien. Mais oui, par la faute des politiques. C'est exactement, je ne voudrais pas faire ici les procès d'intention politique, ou je ne voudrais pas faire l'avocat des magistrats. Mais il y a un organe disciplinaire. Comment les membres du pouvoir judiciaire qui sont appelés à faire la discipline en ce qui concerne les magistrats sont là, on doit chercher des personnes. Et on estime aujourd'hui que si c'était une autre tendance politique qui avait proposé cette loi, ça serait peut-être passé. Non, mais ce n'est pas une question de tendance. Parce que nous connaissons des hommes, nous savons ce qu'ils ont fait dans le passé. On ne voudrait pas faire les procès d'intention aujourd'hui. Parce que quand le président de la République, dans son discours, dit qu'il faut éviter des lois qui puissent tenter à protéger une minorité, il sait de quoi il parle. Donc nous ne voulons pas, parce que lorsque nous voulons que si nous voulons que les choses marchent dans le pays, la justice doit être au-dessus de tout. Tout le monde doit être en dessous de la loi. C'est la seule possibilité. Donc vous confirmez la République des juges dans tous les sens. Je confirme la République où la justice est la même pour tous. Peu importe les catégories, peu importe la tendance politique qui puisse exister. Maître Gérald Ledy, votre conclusion? Oui, je voudrais marquer notre solidarité vis-à-vis des magistrats. Et nous allons les soutenir individuellement pour que l'indépendance de la magistrature ne soit pas volée, parce que l'indépendance de la magistrature, c'est un gage du bien-être de la population. Lorsqu'il n'y a pas la justice, rien ne peut marcher dans un pays. Merci pour votre conclusion. Monsieur le procureur Issofa, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on devrait carrément faire une table ronde de la justice, parler de tous ces problèmes, mettre tout le monde ensemble et trouver un consensus? Madame, je vais vous dire une chose, on n'a pas besoin de cette table ronde. Nous avons été il y a peu aux États généraux de la justice, où tout le monde était là, magistrats, avocats, société civile, les institutions de la République. Il y a des résolutions qui ont été prises. Je vous ai amené ici, je crois, là-bas, je ne sais pas si à moins que j'en oublie, des résolutions des États généraux de la justice. Toutes ces questions ont été abordées et nous avions proposé des solutions. Alors, mais pourquoi est-ce que... Bloqué au niveau du Conseil supérieur de la magistrature? Non, pas du tout. C'est le ministre de la Justice, sous le patronage du président de la République, qui a organisé les États généraux de la justice. Donc, il a dans son bureau tout ce que nous nous sommes dit lors des États généraux. Il y a à peine, je crois, une ou deux années, si je m'abuse. Donc les résolutions sont là. Et je crois que de ces résolutions, on a même dégagé une politique décennale de la justice. Donc les éléments sont là. Comme Maître Ledy l'a dit, nous avons tout, nous avons cogité là-dessus. Nous avons réfléchi là-dessus. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont appelés à les mettre en place ne le feraient-ils pas? Je crois que la meilleure chose à faire, ici, madame, si nous aimons ce pays, c'est d'aller au-delà de personne. Nous ne nous voyons pas. Ce n'est pas un combat de magistrats. Le Sinamag l'a toujours dit. Ce n'est pas un problème, une question de coloration. C'est un problème de l'homme politique congolais, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Mais l'homme politique doit comprendre que sans justice, ce pays ne peut pas décoller. Donc ce n'est pas un combat. Sans une bonne justice. Mais c'est pourquoi je dis que nous avons... Je vous donne un exemple, madame. L'article 28 donne au ministre de la Justice le pouvoir de saisir la chambre disciplinaire. Aller là-bas au ministère, poser la question au ministre, combien de fois par plainte a-t-il saisi les chambres disciplinaires des magistrats? Là, vous aurez la réponse. Donc, il a un pouvoir qu'il n'exerce pas. Mais il veut avoir d'autres pouvoirs. Donc, il commence... Non. Qu'il commence d'abord à traiter devant les chambres disciplinaires, comme le prévoit l'article 28. Les magistrats
fautif entre guillemets. Donc voilà en fait les problèmes. Les problèmes, c'est le respect des textes et le fonctionnement des institutions conformément au texte. Ma dernière question, monsieur le procureur, est de savoir, votre réponse sera d'ailleurs la conclusion à l'émission. Surseoir à l'examen de ces lois n'est pas une solution en fait. Non, moi je dis simplement que ce n'est pas une solution. Nous avons demandé les rejets ou les retraits ou les rejets. Mais suspendre, elle est encore là. Je ne sais pas, mais ce que je voudrais, que nous puissions dire les choses, c'est dire les choses en face. C'est une loi organique. Ce qu'on aurait dû faire, c'était d'abord échanger, comme cela s'est fait partout, et apprécier de l'opportunité. On engage un débat national. Sur la question, on voit là où se trouvent les problèmes, puisque, à mon humble avis, en toute humilité, madame, je vous dis que le pouvoir judiciaire n'a jamais fonctionné selon l'esprit du constituant des 2006. Qu'on laisse au pouvoir judiciaire le temps de fonctionner normalement, et comme toute institution, on se donne 3, 4, 5 ans, et puis on se dit, bon écoutez, est-ce que les options levées ont-elles fonctionné normalement? Si ça n'a pas été le cas, qu'est-ce que nous pouvons en changer? C'est comme ça que nous aurons des structures, des institutions fortes, dans lesquelles le peuple va se retrouver et non pas des greffons sur des corps étrangers. Monsieur le procureur de la République, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du syndicat autonome des magistrats du Congo. C'est en cette qualité que vous êtes venu d'ailleurs mieux expliquer cette controverse sur la loi Minaku et Sakata. Vous êtes accompagné de maître Gérard Lédy, avocat, analyste politique et judiciaire. Merci en tout cas pour votre disponibilité et merci chers téléspectateurs pour votre attention.